Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui encore, on va s'attarder sur un sujet découverte, surtout que je suis tombée sur une info un peu d'actualité, mais surtout connectée avec d'anciennes découvertes passionnantes. Mais rassurez-vous, je vais bientôt sortir, bien que, entre nous soit dit, je me régale à faire ces sujets. Ah, voilà Madame Duchesse qui nous fait l'honneur de sa présence. Mais bon, bref, je voulais vous dire... tout en flegme. Je vais bientôt sortir de cette période un petit peu touchy avec YouTube. Bon, même si j'ai adoré faire ces sujets, j'ai hâte de revenir à des sujets un peu plus d'actualité parce qu'il se passe des trucs de fous et j'ai des choses à dénoncer de fous malades. Donc j'ai hâte, mais quand même, j'aurais apprécié cette petite parenthèse enchantée avec vous au cœur des découvertes du monde. Surtout que là, celle qui vient de se passer, moi, vient de mettre, selon mon analyse, un grand coup de pied dans la fourmilière. Alors, fin 1541, l'Espagnol Francisco de Orellana, accompagné de quelques dizaines d'hommes, commence sur les contreforts orientaux des Andes équatoriennes un hallucinant voyage fluvial qui va lui faire traverser d'ouest en est tout le continent sud-américain jusqu'à déboucher sur l'océan Atlantique via l'Amazone. C'est le dominicain Gaspar de Carvajal qui tient la chronique de ce dangereux périple d'une dizaine de mois au cours duquel il perdra un œil touché par la flèche d'un autochtone lors d'une embuscade. Dans ce récit intitulé « Découverte du fleuve des Amazones », Carvajal dépeint des rives densément peuplées et une sorte d'agglomération urbaine. Je vous lis un passage du livre. Aucun village n'était distant de l'autre de plus d'un tir d'arbalète. Et il y avait un village qui s'étendait sur 5 lieues sans interruption d'une maison à une autre, ce qui était une chose merveilleuse à voir. Je vous rappelle la date, 1541. À l'époque, vous vous en doutez, on prend cette description pour une affabulation. Encore jusqu'à hier en vérité. On crie au complotisme, on accuse, on lève les yeux au ciel, on réclame limite le bûcher pour cette histoire extravagante, certainement issue d'un cerveau malade qui tend à décrédibiliser le narratif officiel. Et voilà que 483 ans plus tard, une étude internationale publiée le 11 janvier dernier et dont le magazine Science s'est fait l'écho met en évidence une découverte sans précédent. Un réseau de cités-jardins le long de la rivière Upano, en Équateur, remontant à 500 ans avant notre ère, soit le plus ancien et le plus grand réseau urbain de l'Amazonie. Comme le prétendaient Carvajal et Orellana, la ville amazonienne préhispanique est bel et bien une réalité. Et oui les amis, la bien mal nommée forêt vierge a abrité des villes antiques et la plus ancienne agglomération amazonienne connue. Encore une incroyable découverte qui confirme une fois de plus, n'en déplaise aux rageux, que les théories du complot, moquées de toutes parts par ceux qui croient tout savoir, ne sont finalement que des analyses justes, pertinentes, argumentée, issue d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité qui permet d'aller au-delà des narratifs officiels prédigérés et régurgités par les arrogants du savoir absolu, les arrogants du savoir superficiel et autres savants de salon. Parce que c'est comme ça maintenant que je vais vous appeler des savants de salon. Il y avait les danses de salon et maintenant il y a vous, les savants de salon. Vous allez voir, cette toute nouvelle découverte, les amis, remet énormément d'anciennes théories considérées comme complotistes en perspective. Accrochez-vous, c'est maintenant, on y va. Dans les profondeurs impénétrables de la jungle amazonienne, un autre secret séculaire vient d'être révélé grâce à une technologie de pointe.
À l'aide de capteurs laser ultra performants, des archéologues ont récemment mis au jour de nombreux vestiges anciens révélant l'existence d'une civilisation oubliée où environ 10 000 âmes ont jadis prospéré. L'histoire commence lorsque l'archéologue Stephen Rostin découvre par hasard d'anciens monticules et des vestiges de routes dans la région de la vallée de Lupano en Équateur. Ce qu'il pensait être au départ des trouvailles isolées s'est avéré bien plus que cela. Une immense cité oubliée, un réseau complexe de colonies interconnectées par des voies de communication. Malgré les défis imposés par la jungle dense, la chaleur étouffante et les maladies tropicales, les archéologues ont entrepris des fouilles méticuleuses, mettant au jour des poteries colorées et des traces de vie remontant à près de 2500 ans. Les datations au carbone ont révélé que ces civilisations florissantes ont prospéré pendant plus d'un millénaire, de 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'aux années 600 après Jésus-Christ. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est la découverte récente de vastes cités rectangulaires dissimulées sous la végétation dense de la jungle. Grâce à la technologie LIDAR montée sur des drones, des structures jadis invisibles ont été mises au jour, défiant nos perceptions antérieures de l'Amazonie comme étant une terre sauvage et inhabitable. Selon une étude récente, je vous le disais en introduction, dont la revue Science s'est fait écho, parce que certains me demandent toujours mes sources, voilà une, ces ruines révèlent l'existence d'une civilisation avancée avec des villes densément peuplées, des routes droites et des champs agricoles bien ordonnés. Il semble que l'Amazonie était bien loin d'être le désert humain que l'on croyait autrefois, mais que c'était carrément plutôt un foyer de civilisation sophistiquée et prospère. L'archéologue Stephen Rostin qualifie désormais la vallée de Lupano de vallée perdue des cités et estime que plus de 10 000 personnes y vivaient autrefois. Cependant, les mystères persistent quant à l'identité de ces constructeurs de cités, qui remontent à plus, je vous le disais, de 1000 ans avant les cultures amazoniennes précolombiennes connues jusqu'à présent. Qui étaient donc ces constructeurs ? Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de l'Amazonie, il devient de plus en plus évident que cette région regorge de secrets anciens à découvrir. Combien d'autres merveilles cachées la jungle nous réserve-t-elle encore ? Une chose est sûre, l'histoire de l'Amazonie est bien plus riche et bien plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Et du coup, il me semblait important de s'interroger sur des personnes comme par exemple, pour commencer par lui, Alfred Isaac Middleton. Entre autres, vous allez voir, j'ai une liste de 3 personnes sur le coup qui se sont fait humilier à l'époque, qu'il faut quand même, faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Alfred Isaac Middleton, un explorateur britannique peu connu, bien évidemment, car rapidement considéré comme un huluberlu par ceux qui sont à l'origine des narratifs officiels mensongers, qui a été tourné en ridicule à l'époque. La question aujourd'hui revient, Alfred aurait-il découvert une cité perdue, mystérieuse? Parce que vraiment, cette question, forcément, suscite à nouveau l'intérêt à la lumière des nouvelles découvertes. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, Middleton s'est aventuré dans les jungles de Sumatra à la recherche des ruines de la légendaire cité perdue de Dawit. Et bien évidemment, c'était encore des délires conspirationnistes, des fantaisies, des contes de fées, ou que seuls les gens un petit peu simples d'esprit croyaient. Donc, son histoire fascinante de Middleton a, malgré tout, et malgré le fait qu'il ait été vraiment humilié et tourné en dérision, a été préservé à travers des documents historiques et des découvertes récentes de ses photos, révélant ses voyages intrépides à travers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et la forêt amazonienne. Les détails de son expédition sont enveloppés forcément de mystères. Middleton aurait été à la recherche d'une ville ancienne, probablement reliée à un lac salé asséché, le lac Lopnour. Des récits suggèrent même qu'il aurait découvert un cercueil rempli d'or, alimentant les spéculations sur les richesses cachées de la région. Cependant,
le destin de Middleton reste on ne peut plus obscur. Certains rapports indiquent qu'il aurait été capturé par des hommes désireux de s'emparer de ses découvertes, tandis que d'autres affirment qu'il se serait simplement perdu dans la dense jungle de Sumatra. Malgré les sceptiques qui doutent de la véracité de son récit, de nombreux théoriciens persistent à croire en la réalité de l'expédition de Middleton et en la découverte potentielle de la mystérieuse cité perdue de Dawit. Donc ainsi, le mystère qui persistait jusqu'alors, à savoir Alfred Isaac Middleton avait-il réellement découvert une cité oubliée dans les profondeurs de la jungle, sur le coup on se dit que non, il avait vu vrai et que si à l'époque on l'avait accusé... D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça fascinant. Aujourd'hui, on te dit, ces mecs-là, ils voulaient faire du buzz. Mais à l'époque, le buzz, ça n'existait pas. Au contraire, ça te desservait plus qu'autre chose d'inventer des trucs qui n'avaient ni queue ni tête, puisque la seule façon de rentrer dans les livres d'histoire, c'était de faire des découvertes significatives. Donc, ils n'avaient aucun intérêt à mitonner. Et pourtant, il y a des gens qui, avec un aplomb et un culot qui me déstabilisera toujours, sont là à te dire, mais non, c'était pour le buzz. Ah oui, il y a des décennies et des décennies, les gens, ils anticipaient le buzz. Non seulement c'est absurde, mais aujourd'hui, ça vous fait bien fermer vos bouches. Parce que la vérité, c'était que finalement, le délire du pauvre Alfred Isaac Middleton qui a été humilié à l'époque, on est en train de se rendre compte que peut-être il y était avant tout le monde. Surtout que vous allez voir, c'est bien loin d'être le seul. Percy Fawcett a inspiré à la fois Indiana Jones et The Lost World de Sir Arthur Conan Doyle. Mais sa disparition en 1925 en Amazonie reste aujourd'hui encore un mystère. Cela fait presque un siècle que le colonel Percy Fawcett, un explorateur anglais déterminé, a disparu alors qu'il cherchait une ancienne civilisation qu'il appelait Z en Amazonie. En 1925, lui et son fils aîné Jack, 22 ans, ont disparu, emportant toute trace de Z avec eux. Bien des décennies après le début de ce qui est reconnu comme le plus grand mystère d'exploration du XXe siècle, un long métrage épique l'a maintenu en vie. Cependant, avec la nouvelle compréhension des effets de l'activité humaine sur la forêt tropicale précédemment supposée intacte, est-il possible de découvrir les faits concernant Z et la localisation de Fawcett alors qu'à l'époque on lui avait ri au nez? Eh bien, il semblerait que oui. Alors, pour revenir sur l'histoire de Fawcett, en 1920, il tomba sur un document de la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro intitulé « Manuscrit 512 », écrit par un explorateur portugais en 1753. Il détaille la découverte d'une ville fortifiée dans les profondeurs de la région du Mato Grosso en Amazonie. Le manuscrit décrivait une ville d'argent avec des bâtiments à plusieurs étages, de hautes arches en pierre et de larges rues menant vers un lac. Sur le côté d'une structure, l'explorateur a remarqué d'étranges lettres qui ressemblaient à du grec ancien ou à un alphabet européen. Les archéologues universitaires, vous n'en douterez point, ont ignoré ces affirmations, affirmant que les jungles ne pouvaient pas contenir des villes aussi gigantesques. Néanmoins, pour Fawcett, les pièces du puzzle s'emboîtent. Une preuve encore qu'heureusement que les dits conspirationnistes étaient là pour faire avancer l'histoire. En 1921, Fawcett a commencé sa première quête pour trouver la cité perdue de Z. Cependant, peu de temps après son départ, lui et son équipe se sont sentis découragés en raison des difficultés de la forêt tropicale, des animaux sauvages et d'une abondance de maladies. Sa mission a été bloquée, mais il est quand même reparti seul de Bahia au Brésil, plus tard la même année. Il est resté sur cette voie pendant 3 mois avant de revenir, sans succès. Mais heureusement, le monsieur n'a rien lâché. Il devait être marseillais, celui-là, je plaisante. La chasse ultime de Percy pour Z s'est terminée par sa malheureuse disparition, bien évidemment. On dirait que c'est le destin tragique qui lie tous les explorateurs de cette destination, et encore une fois, ceux qui parlent de coïncidence me font doucement rire. En effet, en avril 1925, il s'efforça une fois de plus de découvrir Z. Cette fois, mieux équipé et mieux financé par des journaux et les organisations dont
attention les organisations, ça va vous dire beaucoup de choses, hein. La Royal Geographic Society et, je vous le mets dans le mille, qui d'autre pouvait financer une exploration de cette envergure, bien que considérée comme délirium, hein, délirium absolu par tous les universitaires et autres chercheurs universitaires. Je le répète, je vous le mets dans le mille, bien sûr, les Rockefeller. Parce que c'est bien connu que les Rockefeller, c'est des gens, c'est des philanthropiques, on le sait, donc ils ont tendance à gaspiller leur argent, à financer des expéditions qui savent perdu d'avance. Hein, on est d'accord. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Bref. Alors, il faut savoir que Fawcett était accompagné de sa plus proche collaboratrice, Raleigh Rimmel, de son fils aîné, Jack, âgé alors de 22 ans, et de 2 travailleurs brésiliens. En ce jour fatidique du 29 mai 1925, Percy Fawcett et son équipe ont atteint le bord d'une terre complètement inexplorée où les jungles luxuriantes n'avaient jamais été visitées par des étrangers. Il a expliqué, dans une lettre à sa famille, qu'il traversait le Haut-Xingu, un affluent sud-est du fleuve Amazon, et qu'il avait renvoyé l'un de ses compagnons de voyage brésiliens souhaitant continuer le voyage par eux-mêmes. Alors qu'il se dirigeait vers un endroit appelé Dead Horse Camp, Fawcett a envoyé des dépêches chez eux pendant 5 mois. Et après le 5e mois, ils se sont mystérieusement arrêtés. Dans son dernier envoi, il a écrit un message rassurant à sa femme Nina, affirmant qu'ils réussiront bientôt à conquérir la région. Je vous lis un passage de cette lettre où il disait « Nous espérons traverser cette région dans quelques jours. Vous n'avez pas à craindre un échec. Malheureusement, c'est la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'eux. » Alors, l'équipe, de base, ils avaient annoncé leur intention d'être absente pendant 1 an, ce qui était à l'époque où il n'y avait pas Internet et pas Skype et pas tutti quanti, ce qui était assez normal. Pas de quoi s'affoler, quoi. Mais quand 2 ans se sont écoulés sans que personne n'ait aucune lettre ni aucune nouvelle, les gens ont commencé à s'inquiéter. Un certain nombre d'équipes de recherche ont alors été envoyées, dont certaines ont disparu mystérieusement de la même manière que Fawcett et son équipe. Albert de Winton, un journaliste, a été envoyé pour localiser son équipe et n'a, lui non plus, jamais été revu. En tout, 13 expéditions furent lancées pour tenter de répondre à la disparition inexpliquée de Fawcett et plus de 100 personnes furent soit tuées, soit avaient rejoint l'explorateur dans sa disparition dans la jungle et ils étaient dans un endroit tenu secret, caché, et voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, un grand nombre de personnes se sont proposées pour participer aux expéditions et des dizaines d'entre elles se sont alors mis à la recherche de Fawcett dans les décennies suivantes. Le rapport officiel d'une mission de sauvetage suggérait que Fawcett avait été tué pour avoir offensé un chef indien, ce que l'histoire a accepté et ce que le narratif officiel a tenu pour vérité absolue parce que c'était bien plus simple comme ça, vous vous en doutez. Cependant, ceux qui connaissaient très bien Fawcett savaient que c'était difficile à croire étant donné que Fawcett avait toujours insisté sur la nécessité de maintenir de bonnes relations avec les tribus locales et que tout ça, c'était dans ses écrits, c'était très clair dans ses écrits et que du coup, ça semblait vraiment difficile de concevoir qu'il ait pu manquer de respect. Une autre explication potentielle est que lui et son équipe sont peut-être morts d'un accident tragique comme d'une maladie ou d'une noyade. Mais bon, le problème c'est qu'on n'a rien retrouvé. Une troisième possibilité est qu'ils aient été attaqués de manière inattendue par des voleurs et tués. Avant cette expédition, une révolution s'était produite dans la région, ça il faut quand même le souligner, et des soldats renégats s'étaient cachés dans la jungle. Dans les mois qui ont suivi cette expédition, des voyageurs ont rapporté avoir été arrêtés, avoir été volés et dans certains cas tenus en otage pour un certain moment, mais par contre, on a tous fini par les retrouver, quoi, ce qui n'a pas été le cas de Fawcett et de toutes les expéditions qui sont parties à sa recherche, ce qui est quand même suffisamment étrange pour qu'on le note. En 1952, les Indiens Galapagos du centre du Brésil ont informé que certains visiteurs avaient traversé leurs terres et avoir été tués pour avoir manqué de respect aux enfants du village. Les détails de leur récit impliquaient que les défunts, selon les protecteurs du narratif officiel, je tiens à le mettre entre parenthèses parce que ça encore, c'est des choses qui sont rentrées, c'est des choses qui ont été considérées comme des vérités, mais sans preuve. Donc, ils ont déduit qu'il s'agissait de Percy Fawcett, Jacques Fawcett et Raleigh Rimmel. Par la suite,
L'explorateur Orlando Villas-Boas a enquêté sur l'endroit supposé où ils ont été assassinés et il a récupéré des restes humains ainsi que des effets personnels, notamment un couteau, des boutons et des petits objets métalliques. Plusieurs tests ont été effectués sur les os, mais étonnamment, aucune conclusion définitive n'a pu être tirée. Actuellement, les os qu'il a découverts sont entreposés à l'Institut de médecine légale situé à l'Université de Sao Paulo. Malgré la nature insaisissable de la célèbre cité perdue de Z du colonel Percy Fawcett, le mythe de Z est aujourd'hui plus réel que jamais. Forcément, ces dernières informations que je vous ai données par rapport à cette découverte de cette cité incroyable nous poussent à nous interroger sur toutes les explorations rendues caduques, je vous le disais, par les savants de salon, comprenez les sages académiciens ignorants, aveuglément enfermés dans leurs connaissances académiques, sans chercher à avoir une compréhension véritablement approfondie du monde qui les entoure, comme par exemple l'une de ses plus incroyables expéditions, celle, dans les années 1970, de l'explorateur et correspondant étranger allemand Karl Brugger, qui se trouvait dans la vaste région non cartographiée de la forêt amazonienne, en mission vers Barcelos, dans l'état d'Amazonas, sur le Rio Negro au Brésil. Il était venu ici pour enquêter sur l'histoire d'un individu mystérieux qui était apparu un jour des confins sauvages avec un récit étrange à raconter. Et alors là, accrochez-vous, je vous ai sorti les 2 premières expéditions qui étaient mystérieuses, mais alors celle-là, vous allez voir, c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau. L'histoire racontait qu'à la fin des années 1960, un homme se faisant appeler Tatunka Nara était soudainement apparu de nulle part dans la région isolée et inhospitalière de l'Amazonie, dans l'état brésilien d'Acre, ne portant le gars qu'un arc, un pagne et un récit jugé extravagant d'une tribu perdue, d'extraterrestres, d'une ancienne cité souterraine cachée sous la forêt tropicale et d'une ancienne civilisation. Je sais que les aficionados de ma chaîne ne seront même pas surpris de l'apprendre. Tatunka Nara, qui signifie apparemment grand serpent d'eau, prétendait être le chef d'une tribu jusqu'alors inconnue appelée les Uga Mongulala, qui aurait vécu dans une vaste et tentaculaire cité souterraine de merveilles appelée Akakor, située quelque part sous les jungles entre le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Il était devenu assez célèbre dans le village pour raconter ses histoires étranges et aussi pour son apparence inhabituelle, ne ressemblant en rien à un Indien, étant blanc et parlant un portugais hésitant avec un accent nettement allemand. Les gens le considéraient principalement comme un fou, comme d'habitude, qui avait passé trop de temps à vivre tout seul dans la nature, jusqu'à ce que Brugger arrive pour enquêter sur tout cela avec le réseau de télévision ARD de l'Allemagne. Et ainsi le reporter allemand se retrouva assis dans une hutte avec nul autre que Tatunka Nara lui-même, qui était plus qu'heureux de raconter son étrange odyssée. Tatunka, percevant peut-être l'appréhension de Brugger à le rencontrer enfin pour voir qu'il était un homme blanc parlant un allemand parfait, ne perdit pas de temps à expliquer son apparence et ses capacités linguistiques peu orthodoxes, affirmant, écoutez bien, que la cité dont il venait était peuplée de nombreux missionnaires allemands et de nazis allemands qui s'étaient cachés dans la jungle et qu'il était lui-même né de l'union d'une femme allemande et d'un autochtone. Il dit que sa tribu, le peuple des Uga Mongulala, avait autrefois prospéré dans la région et avait en effet été choisi par ce qu'ils nomment les dieux pour construire leur magnifique cité souterraine d'Akagor. Les dieux dont il parle leur avaient offert des pierres magiques leur accordant divers pouvoirs mystiques tels que la capacité de voir les lieux éloignés, de deviner l'avenir et d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas révéler. Tatunka parlait ainsi de ses anciens bienfaiteurs et je vous lis textuellement ce que Brugger a rapporté. Et les dieux régnaient depuis Akagor. Ils régnaient sur les hommes et sur la terre. Ils avaient des navires plus rapides que le vol des oiseaux, des navires qui atteignaient leur but sans voile ni rame, et de jour comme de nuit. Ils avaient des pierres magiques pour regarder au loin, afin qu'ils puissent voir les villes, les rivières, les collines et les lacs. Tout ce qui se passait sur terre ou dans le ciel se reflétait dans les pierres. Mais les habitations souterraines étaient les plus merveilleuses de toutes,
et les dieux les ont donnés à leurs serviteurs choisis comme leur dernier don, car les anciens maîtres sont du même sang et ont le même père. Encore une fois, on est dans un monde souterrain, il y a encore des histoires de nazis et d'allemands, ça nous rappelle déjà les histoires de l'amiral Byrd, qui se passent dans un autre coin du monde, puisqu'on parle bel et bien de l'Antarctique, mais qui sont aussi souterraines, qui sont aussi des villes extra sophistiquées, qui sont aussi des villes où la construction a été guidée soit par des extraterrestres, soit par des civilisations anciennes, soit par les deux, parce que qui ne nous dit pas que les anciennes civilisations n'étaient pas tout simplement des extraterrestres, ça aussi c'est une possibilité comme une autre, n'en déplaise aux rageux, mais en tout cas c'est quand même drôlement dingue qu'on ait ce style de récit à travers le monde. La cité, selon Tatunkan, était censée être un spectacle grandiose et à couper le souffle, entouré d'un haut mur de pierre, de 13 portes et de nombreux hautes tours de guet en pierre. Au-delà se trouvaient des temples ornés, sculptés dans la pierre solide, des tours imposantes, des pyramides, des quartiers opulents, des statues grandeur nature, des bibliothèques remplies de vastes textes décrivant des connaissances secrètes et l'histoire du monde et de l'univers, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en or. Tout cela illuminé par des faisceaux de lumière placés stratégiquement qui apportait la lumière du soleil dans l'obscurité depuis la surface à travers l'utilisation d'énormes miroirs en argent. Cette Akakor était, selon Tatunkan, la dernière des 26 cités similaires qui existaient autrefois dans la région, toutes détruites selon ses propos lors de la première catastrophe, 13 ans avant le départ des dieux. Tatunka appelait souvent ces dieux les anciens maîtres, affirmant qu'ils venaient d'un autre système solaire, et il leur attribuait, ainsi qu'à leur vaste technologie, la construction de ces cités époustouflantes. Il pouvait également expliquer avec précision le plan de la cité à Bruguère dans les moindres détails, jusqu'à la disposition des rues et de tous les bâtiments. Il prétendait également que les tombes de certains de ses anciens maîtres existaient toujours dans la cité et que ces tombes contenaient leurs restes momifiés et que nous les découvrions lorsque le temps serait venu. En effet, Tatunkan décrivait également avec une extraordinaire précision la culture des gens et leurs coutumes. Et lorsque l'homme mystérieux eut terminé son récit, le fasciné Bruguère fut convaincu qu'il disait la vérité. Il prit ses notes et les 12 bandes audio qu'il avait enregistrées de leur conversation et les utilisa pour écrire un livre sur la mystérieuse cité d'Akakor intitulé « La chronique d'Akakor » qui fut publié en 1976, lançant l'histoire de cette mystérieuse cité souterraine perdue dans la conscience publique et suscitant également la curiosité d'autres explorateurs. C'était tout à fait fascinant, cette idée de grande cité souterraine sous la jungle amazonienne, forgée par des êtres extraterrestres ou par d'anciennes civilisations mystérieuses il y a de cela des millénaires, a commencé à susciter la curiosité. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait absolument aucune mention de la cité ou de ses habitants énigmatiques parmi d'autres civilisations ou tribus. Et donc, la seule source de l'histoire était Tatunka Nara lui-même. Et ça, parce qu'à l'époque, Bruguère, il connaissait pas les récits de Middleton et de Fawcett. Parce que le journaliste allemand, il s'est dit, ok, donc c'est la parole de cet homme. Il a été raillé, je vous spoil un petit peu, il a été raillé par les chercheurs universitaires en disant, mais d'où ça vient, on n'en a jamais entendu parler. Or, vous l'avez vu, il y a des écrits, il y a des photos, que certains diront intelligence artificielle. Les photos... Elle date de bien avant, même qu'on puisse imaginer qu'un jour l'intelligence artificielle puisse être créée. Hein? Rappelez-vous ça. Mais heureusement ou malheureusement, malgré le fait que les chercheurs universitaires aient tenté de tourner directement en dérision le récit de Tatunka Nara, cela n'a pas empêché de nombreux explorateurs intrépides de se rendre dans cette contrée inhospitalière pour découvrir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Le plus célèbre d'entre eux fut probablement une série d'expéditions menées en 1977 et en 1978 par l'ancien pilote de Swissair, Ferdinand Smith
accompagné de l'archéologue brésilien Roldao Pires Brandao, qui s'était enfoncé dans la jungle avec Tatunka lui-même comme guide. Ils n'ont trouvé aucune preuve de la cité ou des tunnels censés y mener. Et du coup, une autre expédition, organisée par le gouvernement brésilien lui-même, n'a pas non plus abouti. Inébranlable, Schmidt reviendra encore en 1979 et prétendra avoir trouvé la cité. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de preuves parce que aussi, il dit qu'il avait perdu son appareil photo et son film. Bien sûr, personne ne l'a cru, la coïncidence étant ce qu'elle était, t'as pas de preuves qu'il y avait des cités en Amazonie, tout le monde sait qu'il n'y avait pas de cité en Amazonie, tu m'étonnes. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, aujourd'hui, on a découvert qu'une cité extraordinaire et énorme existait bel et bien. Et on n'est qu'au début des découvertes. Bon. Tatunka, le gars, je pense que je l'aurais renommé 17 fois, continua à servir de guide pour beaucoup d'autres expéditions dans la région, guidant même le légendaire océanographe Cousteau en 1983. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur des découvertes de Cousteau qui aujourd'hui sont considérées comme des théories du complot, mais qui n'en restent pas moins des découvertes du commandant Cousteau. Bon, bref. Mais à un moment donné, les choses commencèrent à devenir, on va dire, très sinistres. Parce qu'il y a beaucoup d'explorateurs qui commencèrent à disparaître sans laisser de traces. Parce que la liste est longue. Hein. Par exemple, en 1980, il y a un Américain du nom de John Reed qui se rendit dans la nature avec Tatunka et qui ne revint lui aussi jamais. En 83, le guide partit avec un autre explorateur suisse, Herbert Warner, et Herbert Warner, lui non plus, ne revint pas. Et son crâne fut retrouvé dans la jungle par un groupe de touristes en 1984. Le truc, c'est que par contre, Tatunka, lui, il revenait tout le temps. Mais autre événement extrêmement mystérieux, c'est que de manière tout à fait troublante, Bruguère mourut cette même année, abattu à Rio de Janeiro après avoir fait un ultime voyage dans la région pour lancer un nouvel effort pour trouver la cité. Coïncidence ou non, la question est posée, mais ça en fait beaucoup. En 1987, c'est l'institutrice de yoga suédoise Christine Hauser qui fut la prochaine à disparaître dans la jungle sous la surveillance, encore une fois, de Tatunka. Et forcément, Tatunka, à un moment donné, il a attiré progressivement l'intérêt de la police. Mais lui, il niait avoir quoi que ce soit avec les disparitions et les décès qui survenaient de manière mystérieuse. Dans le récit de Tatunka, lui non plus ne savait expliquer ce qui s'était passé. Sans preuve pour le lier fermement à un crime, Tatunka ne fut jamais officiellement poursuivi et resta libre de continuer ses excursions dans la jungle. Alors, que Tatunka soit vraiment responsable ou non de ces disparitions, son histoire commença bien évidemment à se défaire en 1990 lorsqu'un aventurier allemand, Rüdiger Nember, et le réalisateur de films Wolfgang Brog se rendirent dans la région pour rencontrer le guide énigmatique dans le but de réaliser un documentaire intitulé « Le mystère de Tatunka Nara ». Bien évidemment, ces gens étaient sponsorisés par les organismes on ne peut plus officiels. Donc vous vous doutez d'entrée de jeu, avant même que je vous l'explique, ces gens-là avaient été payés pour décrédibiliser le gars. À défaut de pouvoir l'accuser de meurtre, à défaut de pouvoir l'accuser de le tenir responsable des disparitions, parce que comme je vous le disais, il n'y avait aucune preuve d'aucune sorte. On connaît les ficelles, comme d'habitude, on a envoyé quelqu'un pour décrédibiliser le gars. Donc l'équipe affirma que l'homme se faisant appeler Tatunka Nara était en réalité un expatrié allemand du nom de Gunder Hock, qui avait fui le Brésil en 1967 pour échapper, tenez-vous bien, à une pension alimentaire impayée qu'il devait. Alors ça fait doucement rire parce que aujourd'hui, moi et d'autres, on connaît très bien le problème des pensions alimentaires impayées. Hein? On sait combien c'est difficile et comment des fois les papas ne sont absolument pas embêtés. Et pourtant, à l'époque, le gars, plutôt que d'avoir à payer sa pension alimentaire, est allé se cacher au fin fond de l'Amazonie, tout en organisant sous un faux nom des expéditions pour lesquelles il n'était absolument pas rémunéré, en ayant inventé
un scénario aux petits oignons digne de J.K. Rowling ou voire de Tolkien, tellement les détails étaient pertinents. Bon, aujourd'hui, on vient de découvrir qu'il racontait pas que des bêtises et que des inepties et que des délires, mais ça a été le récit officiel validé par les grandes instances. Donc, l'ex-femme de Honk fut contactée et confirma que Tatunka était bien son mari et que toute cette histoire n'était en fait qu'une fraude pure et simple. Que le gars, donc, avait inventé, je vous le disais, le récit d'Akakor pour juste escroquer les touristes et les aventuriers qui l'emmenaient en expédition, mais qui disparaissaient, ce qui n'était pas prévu, mais qui disparaissaient. Alors, est-ce que c'était prévu par le narratif de Tatunka ? Est-ce que Tatunka, en plus d'être mauvais parent, un mauvais ex-mari, était aussi un très mauvais guide touristique et que la seule chose dans laquelle il était bon, c'était dans la narration, plutôt que de perdre son temps dans la forêt amazonienne, il aurait mieux fait d'essayer de se faire publier. Mais en tout cas, c'est cette version officielle qui a été retenue. On n'est pas surpris. Donc forcément, le pauvre Tatunka, il a été traîné dans la boue, mais même confronté à cela, il a affirmé et il a continué de se défendre et de dire qu'il n'était pas Hawk et que les accusations portées contre lui étaient fausses et que toute son histoire était totalement vraie et qu'il pouvait le prouver. Sachez qu'encore aujourd'hui, Tatunka maintient que tout est vrai et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a définitivement quelque chose de vrai dans son récit. Et forcément, maintenant, avec ces nouvelles découvertes de cette cité, et je vous dis, on n'en est qu'au balbutiement, ben, l'histoire de Tatunka, finalement, elle n'est pas aussi dingue. Et on a de quoi, clairement, revenir sur cette info et continuer à creuser sans avoir peur de passer pour un imbécile adepte d'Indiana Jones. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas dire que tous ces gars étaient fous, avaient des complotistes, menteurs, alors qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on vient de découvrir un truc que des gens ont nié pendant des décennies. Alors selon moi, les amis, c'est encore une info qui nous confirme que tout n'est que théorie. Et que la seule certitude à avoir, c'est comme disait l'autre, je sais que je ne sais rien. Car même les théories scientifiques les mieux établies restent ouvertes à la révision et à l'amélioration à mesure que de nouvelles données et observations sont recueillies. Ainsi, même nos connaissances les plus solides ne sont jamais considérées comme des faits absolus, tenez-vous-le pour dit, mais plutôt comme des descriptions approximatives d'une réalité dont au final on ignore encore tout. Il faut admettre et reconnaître l'incertitude inhérente à notre compréhension du monde, ainsi qu'à la nécessité d'adopter une approche critique et ouverte à la remise en question de nos idées et de nos croyances. Alors les amis, tout ça pour vous dire que si on vous traite de complotistes, d'idiots, de dégénérés, de décérébrés, qu'on vous sort des exemples, qu'on vous sort comme argument, comme contre-argument, des vieilles fiches Wikipédia qui sont même pas remis au goût du jour et dont on fait même pas, au vu des nouvelles découvertes, on fait même pas un update, mais rigolez en votre fort intérieur. Ne vous sentez plus ni mal considéré, ni en dessous, ni parce que la vérité rira bien, qui rira le dernier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ce que j'ai aimé la traiter. Encore une fois, je suis pas revenue, je vous avais dit la semaine dernière sur les pyramides, mais le sujet... J'ai pas eu beaucoup de temps, je vous ai expliqué la dernière fois, je vais pas revenir dessus. La semaine prochaine, c'est Spring Break. Normalement, je vais pouvoir faire... Soit je vais revenir à mes premiers amours, parce qu'il faut que je vous parle absolument de Monsieur Porte. Monsieur Porte, en ce moment, il est en train de faire des choses de fou et j'ai bien l'intention de faire une vidéo très prochainement. Je suis à deux doigts de me dire que nenni YouTube, tant pis, je vais faire le test et si je suis démonétisée ou si on me coupe un petit peu la chic pendant une semaine, eh bien, le risque en vaut la chandelle. Voilà, j'ai aussi une grande nouvelle la semaine prochaine sur les solutions alternatives que j'ai trouvées à la censure. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis trop excitée de vous le présenter. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.